écoutez, on va y aller tranquillement. La personne que je vous présente et qui est à mes côtés a été diagnostiquée surdouée à l'âge de 5 ans. Une difficulté à l'école, vous en doutez, une inadaptation professionnelle, un parcours chaotique à ce niveau-là. Donc tout naturellement, il s'est tourné vers le théâtre, puis ensuite vers l'écriture. Il est l'auteur de 5 romans, dont un qui est très très impactant, qui se nomme Autopsie d'un enfoiré. C'est bien ça, Autopsie PSY. Et puis Alban est surtout créateur de surdouessance, pardon, c'est l'émotion. Je suis émue quand même parce que mine de rien, Alban, il est connu. Alban est donc créateur de surdouessance qu'il a créé en 2017 et depuis, il parcourt les colloques, les associations, de façon à expliquer justement le parcours des surdoués ou l'imparcours pour certains. Donc je vous laisse vraiment en compagnie d'Alban Bourdi. Et puis, je vous invite également ensuite à le retrouver parce qu'il a des bouquins qui sont vraiment juste extraordinaires. Merci d'accueillir Alban. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien tout le monde parce que... Oui, oui, c'est bon. Parce que moi, j'entends ma voix normale en fait, j'entends pas ma voix comme si c'était dans un micro, donc ça paraît un peu bizarre. Alors, je vais commencer avant de vous livrer un peu, en résumé, un peu toute ma vie, mon parcours. Je vais commencer à me présenter au présent, même si c'était déjà été un petit peu fait. Donc voilà, je m'appelle Alban Bourdi, j'ai 34 ans, je suis en région parisienne, j'ai beaucoup habité entre Marseille et Avignon, là par là. Et donc je suis président de l'association Surdouessance, vous pouvez le voir ici. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours après, à la fin, comment c'est né. Et c'est une association qui œuvre à la meilleure prise en charge et de meilleure connaissance de la surdouance et de l'hypersensibilité. Alors surdouance, c'est le fait d'être surdoué. C'est un mot qui n'est pas forcément dans le dictionnaire. Il y en a qui préfèrent le mot surdouement. Personnellement, je préfère le mot surdouance. Il y en a qui disent douance parce que le mot sur, effectivement, il a souvent une connotation un peu négative. Quand c'est surfait, quand c'est surdoué, ça veut dire que c'est pas très bien fait, c'est trop. Donc cette notion de trop dérange certaines personnes. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent utiliser le mot doué, le mot douance, pas le mot surdoué, surdouance. Moi, j'ai utilisé beaucoup de mots surdoués dans mes conférences, dans mon parcours, dans le nom de cette association, parce que c'est vraiment la désignation qu'on m'avait faite à l'enfance quand j'ai été diagnostiqué. Il n'y avait pas d'autres mots à l'époque. Alors, il n'y a même pas de précocité intellectuelle spécialement ni rien. C'était vraiment être surdoué. Quoi. On m'a annoncé, c'était vraiment être surdoué, parce qu'après, on m'a désigné toujours de cette façon-là. Donc, tous les mots qui ont été rajoutés un petit peu après ces dernières années, comme HP, au potentiel, HQI, surefficience, zèbre et tout ça, n'existait pas à l'époque. C'était vraiment le mot surdoué, et comme c'est celui qui a été, on va dire, au cœur, la clé de mon parcours, c'est pour ça que c'est ce mot-là qui est repris, même si bon, certains n'aiment pas trop ce mot-là. Alors, pour vous commencer mon parcours, je vais commencer vraiment au plus loin dont je peux me rappeler, c'est-à-dire quand j'avais 3 ans, parce que c'est à partir de là où j'ai vraiment des souvenirs un peu précis, on va dire, parce que j'en ai même très peu de souvenirs d'avant mes 3 ans. Et ces souvenirs, surtout quand je suis allé à l'école maternelle, donc je me suis retrouvé là-bas, et vraiment, j'ai l'impression que ma vie avait chuté d'un espèce de... Enfin, comment on pourrait dire ça, une espèce de monde que je ne pouvais pas imaginer, on va dire, à plusieurs raisons, pour plusieurs motifs, et en particulier surtout parce que j'avais l'impression vraiment d'un cadre imposé qui me dérangeait vraiment énormément. Par exemple, on décrétait que voilà, de telle heure à telle heure, il fallait se coucher, faire une sieste, tout ça. Je n'avais pas du tout sommeil du tout. Au contraire, j'avais plutôt l'esprit en ébullition, j'avais envie d'apprendre plein de choses, de faire plein de choses. J'avais déjà un petit peu appris à lire et à écrire par assimilation, comme ça, sans avoir cherché à apprendre. Et donc, je passais tout mon temps de sieste à écrire avec mon ongle, comme ça, des histoires ou à dessiner des cartes géographiques sur le sac de couchage dans lequel on était pour dormir. Et donc c'était insupportable cet ennui et cette impression en fait d'être... C'est-à-dire que les enfants, en plus dans ce cadre-là d'école maternelle, ce que je vivais très mal, c'est d'un côté on a l'impression qu'on était des enfants, donc on n'avait rien le droit de dire, il fallait faire ce qu'on nous disait de faire. Donc déjà ça pour moi c'était très très dur parce que j'avais pas l'habitude, on va dire, de ça. Et bon, je trouvais, en plus, déjà, même à cet âge-là, je voulais être traité comme un adulte. Hein. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'on me dise, bon, tu dois obéir, puis un enfant, ça dort, ça mange, enfin bon, ça pose pas de questions, et voilà. C'était très très dur à comprendre
ce fonctionnement-là. Et aussi, il y avait l'autre côté avec les autres enfants, parce que ça, c'était plutôt le regard des adultes sur les enfants dans ce cadre scolaire, mais surtout l'autre côté avec les autres enfants, surtout en cours de récréation et tout ça. C'était des jeux qui paraissaient très violents, c'était toujours des histoires un peu de guerre et tout ça. Et moi, c'était vraiment très décontenançant pour moi de voir ça. Je ne peux pas comprendre pourquoi il y avait cette violence ou cette compétition. C'était tellement pas ma conception, et puis bon, un certain malaise donc, avec les jeux d'enfants de cette époque-là. Et donc, je me suis fait toutes sortes de mots, bien sûr inconsciemment, mais bon, dans l'inconscient, pour faire toutes sortes de mots physiques. Alors, à ce qui paraît, je boitais complètement, j'avais une jambe, parce que je vous dis à ce qui paraît, parce que je n'ai pas trop de souvenirs, c'est mes parents qui me disent ça. Je sais qu'en tout cas, j'ai eu tellement de mots physiques qu'on a fini par m'enlever de la maternelle. Et donc là, j'ai retrouvé une vie, on va dire, plus tranquille, et où je pouvais sans cesse abreuver ma soif de connaissances incroyable, parce que je fallait toujours que, dès que j'entendais parler de quelque chose, que j'aille creuser, que j'aille lire tout ce que je pouvais sur le sujet, et toujours cette soif d'apprendre, au point de ne pas vouloir dormir du tout, quoi, de toujours vouloir en fait, en savoir plus, toujours vouloir cette pensée qui pose des questions, et qui trouve des réponses, et qui s'enrichit, qui dit ah, alors ça existe, alors il y a ça veut dire que ça veut dire ça. Enfin, bon, toujours une espèce de bouillonnement intellectuel, mais qui à cette époque-là, dans l'enfance, était assez bien vécu parce que j'avais l'impression, en fait, j'avais très peu de frustration, je ne sais pas trop pourquoi, mais en général, quand je cherchais des réponses, contrairement après dans l'adolescence, je les trouvais. Quand j'étais enfant, donc il y avait tout à découvrir, donc j'avais pas la frustration, j'avais juste le côté comme ça, une fièvre d'en savoir toujours plus. Et donc finalement je suis arrivé au CP, et puis là j'y ai pas coupé, parce que la maternelle encore c'est un peu un aspect facultatif, donc on pouvait se permettre de ne pas m'envoyer à la maternelle. Par contre au CP il a bien fallu que j'y aille. J'ai essayé un peu de marchander, on va dire, mais bon, c'est pas possible, il a fallu que j'y aille. Et alors au CP, quand je suis arrivé au CP, j'ai retrouvé encore pire, parce que là c'était vraiment encore plus un choc, parce qu'en plus là je savais qu'il n'y avait pas moyen d'y couper, quoi, donc j'étais vraiment résigné, mais vraiment du mal à se résigner. Et donc j'ai retrouvé tout ce que j'aimais pas, mais avec une notion encore pire, c'est que j'étais vraiment, mon institutrice et puis surtout le directeur d'école me regardait vraiment comme un cas curieux et suspect, voire malsain, parce que je savais déjà lire et écrire, même si je n'avais pas appris. Et puis, il y avait certains sujets comme l'histoire ou la géographie. Par exemple, j'en savais plus. Enfin, disons que j'apportais des compléments d'information à ce que l'instituteur disait. Enfin, je rajoutais, oui, mais en fait, il y a ça aussi, tel pays, ça s'appelle ça. Donc, on me regardait vraiment comme quelqu'un de dérangeant, quoi, comme un cas dérangeant. Et donc ça s'ajoutait encore déjà aux côtés, déjà se plier à un cadre, se plier à des attitudes, se plier à l'obéissance, se retrouver au milieu d'une certaine jungle, parce que je voyais vraiment ça comme une jungle, et des garçons, surtout si j'avais été une fille encore, je priais pour être une fille, parce que si j'avais été une fille, on me laisserait un peu plus tranquille, et puis les filles entre elles auraient des jeux un peu plus, qui correspondraient un petit peu plus à ce que je suis, enfin que je pourrais comprendre mieux, qui seraient plus doux, ou qui seraient plus sympathiques, quoi. Alors que là, se retrouver avec des garçons qui veulent jouer toujours plus ou moins à la bagarre, quand même si c'est pas forcément la bagarre des coups, c'est quand même toujours un petit peu un esprit comme ça. C'est très, je le vivais très 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 mal. Et donc sur le fait que je savais déjà lire et écrire, alors comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'était par assimilation. En fait, oui, j'ai jamais cherché à lire et écrire, et un jour j'ai bluffé mes parents parce que je leur ai dit, oui, là sur le panneau, la route de ça, c'est ici, parce que sur le panneau, là c'est écrit, c'était Palaiseau, j'étais en Essonne, je suis en Essonne, et il y avait écrit Palaiseau, Massy Palaiseau, comme ça sur le. Et je leur ai dit, la route c'est là, c'est écrit, c'est Massy Palaiseau. Et donc j'avais 4 ans à peine, 3 ans et demi, je ne sais pas trop, enfin dans ces eaux-là. Et donc mes parents, ils ont cru que j'avais repéré qu'un jour ils avaient dit que c'était le panneau-là, puis que je m'étais souvenu. Ils ne pouvaient pas penser que je savais lire vraiment. Avec mes parents, ils ne pensaient pas penser que j'avais appris à lire comme ça. Ils pensaient que j'avais retenu qu'un jour on m'avait dit que le panneau était là, et puis donc je leur sortais là parce que j'avais reconnu le panneau. Mais non, je savais vraiment lire. Et cet apprentissage, en fait, c'est l'apprentissage de ce que j'ai retrouvé beaucoup dans beaucoup d'ouvrages ou des cas pratiques comme ça, il y a beaucoup ce phénomène-là, ce n'est pas forcément tous les surdoués qui sont comme ça, mais en tout cas il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est-à-dire que s'ils cherchent à apprendre quelque chose, ils vont se poser trop de questions, ils vont chercher trop de subtilité, on va dire, et finalement ils ne vont pas arriver à apprendre la chose. Si on le fait de manière classique, à potasser et tout ça, ça ne marche pas. Par contre, si on voit quelque chose, on n'y porte pas l'attention, mais par exemple c'est sur la gauche ou la droite de cette salle, et qu'il va y avoir, je ne sais pas, des informations,
et bien là, ça va se photographier et s'assimiler comme ça, un peu d'un seul coup, quoi, ou petit à petit, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va s'assimiler sans que la concentration y entre. Ça va rentrer comme ça, un peu instinctivement ou intuitivement, par assimilation. Et ça, c'est vrai que j'ai toujours appris comme ça. Parce que quand j'ai appris, par exemple, là on va déborder, parce que j'étais sur l'enfance, on va arriver un peu plus tard sur l'adolescence et tout ça, si j'entendais une chanson une fois, je la connaissais par cœur. Vraiment, je pouvais la dérouler comme ça, j'avais l'impression qu'il suffisait que je la reprenne et que je la déroule. Surtout si je n'y faisais pas très attention, qu'elle était comme ça, on l'entendait en écoutant à la radio, tout en faisant autre chose, en mangeant tout ça. Et par contre, si je cherchais vraiment après à écouter la chanson et à l'apprendre, ben là ça ne marchait pas, parce que je me disais, mais oui, mais pourquoi tel mot plutôt que tel mot? Ah oui, mais cette coordination-là, est-ce que vraiment on entend et, ou est-ce que c'est ou? Parce que ça aurait tel sens si c'était ou, ça aurait tel sens si c'était et. Donc du coup, plus rien du tout, enfin apprendre par cœur. Et donc, quand j'ai fait du théâtre, mais là je remonte encore un peu plus vieux, parce que j'ai fait du théâtre, j'ai commencé à l'école à 13 ans, 12 ans, 12 ans. Et j'en ai fait jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, même un peu après. Enfin, plus professionnellement d'ailleurs, un peu après, j'ai commencé le théâtre avant. Et ça, c'était pareil. Les textes, donc, c'était pareil. Si je les lisais une fois, comme ça, d'ailleurs, quand j'ai passé le bac de français, c'était avec option théâtre, et les autres, ils avaient travaillé toute l'année sur Platonov de Tchekhov. Et donc, il y avait une audition, entre guillemets, enfin, l'épreuve du bac, c'était de présenter un texte au choix qui était pris dans Platonov de Tchekhov. Sauf que normalement, toute l'année, ils avaient travaillé sur Platonov de Tchekhov, ils avaient tout décortiqué. Et moi, je suis arrivé là, je ne savais pas du tout quel avait au programme. Je suis arrivé là à cette option théâtre, je ne m'étais pas renseigné du tout. Bon, ça, c'est fameux. Je ne pensais pas, je pensais à la limite que ça allait être de l'impro. Je ne sais pas ce que je m'étais figuré, mais je ne m'étais absolument pas du tout renseigné. Donc, j'ai appris la veille, en après-midi, que le lendemain, vous allez avoir une audition sur un texte de Platonov de Tchekhov qu'il fallait que j'ai appris par cœur et tout ça. Et ben, j'ai lu la pièce comme ça dans l'après-midi. J'ai appris le texte par cœur comme ça, et j'ai réussi à le faire le lendemain, alors que je suis sûr que si je l'avais fait comme les autres ont fait, c'est-à-dire que si j'avais travaillé toute l'année sur ce texte, j'aurais très difficilement pu l'apprendre par cœur, je me serais posé mille et une questions. Enfin voilà, là j'ai débordé, je suis arrivé dans l'adolescence et tout ça, mais bon, on va repartir sur l'enfance où j'étais, donc la classe de CP. Alors cette classe de CP, on a fini par me dire, bon écoutez, c'est pas normal. Alors, au début, on a essayé de culpabiliser mes parents, on a accusé mes parents, on a dit non, c'est pas possible qu'il sache lire et écrire comme ça, vous l'avez forcé, vous ne le laissez pas respirer, vous voulez en faire un génie et tout ça, vous ne respectez pas son temps, son âge et tout ça. Enfin bon, donc on a fait vraiment une grosse culpabilisation sur mes parents et tout ça. Puis quand ils ont vu que vraiment, ils ont admis que peut-être c'était pas ça, ils se sont dit bon, on va faire des tests de personnalité pour voir qu'est-ce qu'il a, comment il a pu faire un truc comme ça qui paraît si bizarre. Et donc avec le CNPP, à l'époque, qui était dans l'école primaire où j'étais, donc c'était l'école primaire de Fleury-Mérogis, Paul Langevin. Donc on a amené au CNPP, rencontré la psychologue du CNPP, qui a dit, écoutez, on va lui faire des tests de QI pour savoir, parce que peut-être le fait qu'il ait appris comme ça, sans avoir cherché à apprendre, c'est peut-être qu'il a un QI important, qui serait donc un surdoué. Et donc on m'a fait faire ce test de QI, que j'ai fait en me disant qu'on se foutait de moi. C'est l'impression d'enfant que j'avais, parce qu'on m'a présenté ça comme si c'était des tests un peu difficiles, des trucs vraiment pour évaluer d'une intelligence hors norme et tout ça. Puis j'ai trouvé ça tellement simple en fait en le faisant que je me suis dit que c'était, je sais pas, que c'était une blague, quoi, sans doute. Ça me paraissait toujours très évident. J'avais presque envie de me dire, bon, peut-être qu'il y aurait une subtilité, que l'évidence que je vois, c'est pas bon, il y aurait une autre subtilité comme ça, mais pas bon. Donc j'ai fait le test. Et puis après, donc, on m'a trouvé, alors je ne sais plus exactement le chiffre exact du test, par contre, ça, j'ai dit, je sais plus si c'est 140 ou 150 ou 160, mais enfin, normalement 160, si c'est le test classique, c'est le maximum, donc ça serait quand même étonnant, mais mes parents me disent que c'est 160, je doute un peu, parce que 160, ça serait sur le test sur 180 qui existe aux États-Unis, mais le test utilisé en France, normalement, c'est un test sur 160, donc bon, en tout cas, j'étais surdoué, j'avais un QI exceptionnel, on me regardait un peu comme une curiosité, quelqu'un de bizarre, on devait être curieuse. Et donc après, donc, je suis devenu officiellement le surdoué, on m'a passé directement en CE1, puisque je ne sais pas pourquoi, parce qu'on savait déjà que je savais lire et écrire, mais c'est à partir du moment où on m'a diagnostiqué surdoué, qu'on s'est dit que vraiment j'avais rien à faire en CP, alors que de toute façon, que je sois surdoué ou pas, je savais lire et écrire, donc j'avais pas vraiment quitté le programme de CP de toute façon.
Et donc je me suis retrouvé en CE1 avec l'étiquette surdoué. Donc personne n'avait jamais entendu ce mot-là carrément. Donc j'étais vraiment étiqueté le surdoué, quoi. Donc j'avais dans la cour de récréation, j'avais tous les grands, les CM2, les CM1, qui disaient regarde là-bas, lui là-bas c'est le surdoué, c'est le surdoué. Et même les parents, donc ils restaient, allaient voir avec leurs enfants comme ça pour dire ah oui c'est ça le surdoué. Donc j'étais dans tout le quartier et dans toute l'école, j'étais devenu le surdoué. Et alors, est-ce que je le vivais mal, je le vivais bien? Un peu les deux, on va dire, parce que quelque part, il y avait un côté l'impression d'être reconnu, puis d'être quelqu'un qui avait un talent spécial, mais quelque part, il y a un côté que vraiment c'était quand même oppressant. Et puis surtout, ce qui était difficile, c'était que le regard, surtout de ce fameux directeur d'école, c'était toujours de dire nous, on n'en veut pas, c'est un corps, on n'a rien à faire avec ça. Donc il essayait de convaincre mes parents que lui ne pouvait pas me garder, qu'il fallait m'envoyer ailleurs, dans un endroit spécialisé, enfin il fallait me prendre en charge dans un truc spécialisé, parce que moi on n'avait rien à faire d'un cas comme moi. Et à l'époque, donc on a contacté la MENSA, à l'époque une association internationale qui s'occupe des surdoués. Et la MENSA avait dit le seul établissement qui existe en France à cette époque-là, dans les années, donc on était en 89, et qui prend en charge vraiment les surdoués, c'était à Nice, c'était le fameux lycée Michelet. Et donc on était en région parisienne, c'était à Nice, donc c'était pas possible de se déplacer, d'autant que la scolarisation coûtait 8 000 francs par mois, donc mes parents n'avaient absolument pas les moyens de payer ça. Et puis bon, c'est pas possible de déménager de toute façon de Paris à Nice, et puis bon, voilà, donc c'était la seule solution qu'on nous trouvait, et limite c'était, c'est ça, de toute façon on ne veut plus de vous. Mais bon, je suis resté quand même quelques mois, c'est-à-dire je suis passé du CP au CE1 en fin septembre, début octobre, et je suis resté faire la classe de CE1 jusqu'à la fin décembre, c'est-à-dire jusqu'à presque le trimestre, peut-être début décembre, enfin au moment où on faisait le bilan du trimestre. Et moi, ce qui m'intéressait, ce que j'avais eu la chance, c'est qu'on m'avait mis dans une classe de CE1 qui faisait aussi CE2. Il y avait la moitié de classe, c'est comme là, par exemple, vous avez 2 rangées de fauteuils, comme ça. Et là, j'étais sur la gauche, les CE1, et les CE1, ça m'intéressait toujours pas, parce que j'apprenais toujours à rien. Parce que c'était vraiment d'un ennui mortel, les tables de multiplication je les connaissais, les conjugaisons je les connaissais, les sujets on les fouillait pas assez, en géo, en histoire c'était beaucoup trop simpliste. Par contre, je pouvais apprendre 2-3 trucs en CE2, puis en plus comme on ne me demandait pas de le faire, on me demandait presque d'ignorer le CE2, donc pour moi, tout ce qui se passait là, instinctivement, quand on me demandait de l'ignorer, ça rentrait de toute façon beaucoup plus que ce qu'on me disait, il faut apprendre là. L'esprit de rébellion, de contradiction, enfin l'esprit de ne pas se plier à ce qu'on fait, à ce qu'on veut, à ce qu'on attend de nous, et le truc de trouver que quelquefois j'apprenais des choses, je me disais ah oui tiens c'est vrai ça je ne le connaissais pas en CE2, alors que le CE1, je le savais. Et donc après il a fait ce marché, enfin mes parents ils ont vu que j'étais tellement mal, je m'étais encore fait plein de problèmes de santé, cette fois-ci ça a fini carrément, il a fallu m'hospitaliser, j'avais les sinus complètement bouchés, il a fallu mettre des tuyaux dans le nez pour aspirer, tout ça, donc mes parents ont eu un peu peur encore de mes réactions physiques comme ça, qui se développaient pour ne plus aller à l'école, parce que pour moi c'était vraiment un bagne atroce. Et donc ils m'ont fait un marché, ils m'ont dit, parce que j'étais 3e de la classe à ce moment-là, il y avait un garçon qui était 2e, rétrospectivement je pense aussi qu'il était surdoué, mais il n'était pas diagnostiqué, mais il avait vraiment toutes les caractéristiques, et puis il était assez proche de moi, aussi bien dans la sensibilité que dans les résultats et tout ça. Et donc il était 2e, et il y avait une fille qui était 1re, je ne sais pas du tout si c'était surdoué, j'ai aucun moyen de le dire, mais bon j'étais 3e, mais je faisais aucun effort parce que j'avais pas trop envie de me plier tout ça. Et mes parents disaient, si tu arrives à être 1er de la classe là, on sort de l'école, on te fait faire l'école à la maison. Et une semaine après, j'étais 1er de la classe, et donc au revoir l'école à la maison. Alors l'école à la maison, à l'époque, j'ai fait ça avec l'EPC, c'est l'école par correspondance, c'était un truc qui n'existe plus maintenant, mais ça m'allait à peu près quand même, parce que c'était un programme c'était un programme qui n'avait pas changé depuis les années 50, et le niveau de français était assez élevé, je trouve. Peut-être les autres matières aussi un peu, mais surtout le français, je me rendais compte que c'était vraiment d'un autre niveau que ce que j'avais fait en primaire. Et cette école, en fait, moi ça m'allait très bien parce qu'il n'y avait pas d'horaire, c'est-à-dire quand on vous fait faire à l'école quelque chose, on vous dit bon, vous avez 1 heure de cours, on va faire ça. Et bon, moi quand je capte le truc en 3 minutes, après, c'est 57 minutes d'ennui. Donc le faire à l'école, je pouvais le faire à mon rythme, je pouvais le faire au moment où je voulais, tout ça, là ça allait. Même le fait que ça soit quelque chose de cadré ou qui ne m'intéressait pas forcément tout ça, mais le fait de pouvoir le faire à mes heures et selon mon rythme et tout ça, et sans avoir de pression, ça faisait que je m'y trouvais
pas mal, et puis donc j'ai fait cette scolarité-là jusqu'en 6e. En 6e, en fait, il y avait des inspecteurs de l'académie qui étaient venus déjà contrôler mes parents à domicile pour savoir si vraiment je suivais un cursus scolaire véritablement. Et donc les parents m'ont dit, bon bah là, il n'y a plus le choix, voilà, en 6e, hein, ça sera comme le CP, tu ne comprends pas, mais là c'est définitif, en plus c'est le bac jusqu'en terminale. Et je vais faire peut-être un peu vite, parce que je pense que je détaille peut-être un peu trop. Et en 6e, donc ce que je me suis rendu compte, mais alors là, encore de manière plus violente que le CP, c'est que le fait d'avoir fait cette école par correspondance, ça avait été bien à un certain niveau, un niveau d'apprentissage, mais par contre, j'étais complètement désociabilisé. En plus, on habitait au 7e étage, l'escalier c'était pourri, je ne prenais pas l'ascenseur tout seul, donc je ne voyais personne, quasiment pas pendant des années. Dans les petites enfances, j'avais beaucoup de contacts avec mes cousins, cousines et tout ça, donc j'avais développé une espèce de sociabilité avec d'autres enfants, avec mes cousins, cousines. Mais vraiment, les 2-3 années, 2 années surtout, on va dire, qui ont précédé ma rentrée en 6e, c'était vraiment, vraiment le désert. J'avais aucun contact avec des enfants et tout ça. Donc quand je me suis retrouvé 6e avec une tête, en plus, donc j'avais 1 an de moins, mais quasiment 2, parce que je suis né au début d'année en octobre. En plus, j'avais un retard, un peu de croissance et tout ça. J'avais des lunettes comme ça par rapport à mon visage. Et puis tout blanc, tout teint, pas bonne santé ni rien. Je suis arrivé directement à la tête de turc toute désignée. Et en plus, c'était un collège-lycée, Saint-Louis-Saint-Clément à Viry-Châtillon, qui était réputé pour avoir les meilleurs résultats au bac. Donc c'est-à-dire les élèves qui étaient là, c'était beaucoup dans la compétition à dire je suis là pour être vraiment un des meilleurs en France et tout ça. Donc moi en plus, ça s'est su très vite, je ne sais pas trop pourquoi, que j'étais surdoué. Donc en plus, j'étais non seulement la tête de turc de mon aspect physique et de ma fragilité et sensibilité, on va dire émotionnelle et tout ça, mais en plus, j'étais celui à abattre parce qu'eux, ils voulaient être les premiers, ils étaient là pour être les premiers, pour sortir les premiers, et moi j'étais le surdoué. Donc j'étais celui déjà qu'il fallait battre parce que battre un surdoué c'était bien, parce qu'un surdoué c'était censé être celui qui est plus intelligent qu'intelligent, c'est l'intello mais puissance 10. Et donc, il y avait cette espèce de rivalité, ce truc où j'étais vraiment oui, à abattre, quoi, dans tous les sens. Hein. Alors, de la part des sportifs ou tout ça comme ça, j'étais celui à abattre parce que j'étais le faible. Et de la part des intellos, j'étais celui à abattre parce que, comme j'étais encore plus qu'eux, parce que j'étais surdoué, il fallait me battre, il fallait avoir des meilleurs résultats que moi pour venir me narguer, tu vois. Alors, j'avais 19, ils avaient 19,5, ils me diraient, ça ne sert à quoi d'être surdoué, regarde, on a 19,5. Et donc là, j'ai vécu un harcèlement scolaire assez terrible, qui était donc intellectuel de la part des intellos et qui était en coup de la part des plus physiques. Et donc j'ai fini par... j'étais le petit boule attitré de la classe, on va dire, et puis tout le temps raillé, même tout le temps, je veux dire, c'était quelque chose d'assez constant, de très pesant. Et j'ai fini par sortir, parce que j'ai fini par dire à peu près à mes parents, parce que, un peu ce qui se passait. Au début, je ne voulais pas le dire, parce que bon, ça paraissait normal, et puis je ne voulais pas trop inquiéter. Et donc, ils m'ont sorti de cette école privée en début de 5e, j'avais fait toute la 6e, début de 5e, et je suis allé dans un collège, qui est le collège où je serais allé normalement, qui était le collège où allaient mes voisins et tout ça, un collège public qui avait un peu mauvaise réputation, où il y avait des profs qui avaient un très bon niveau, et où, en tout cas socialement, avec les autres enfants et tout ça, j'ai vécu pas trop mal là, à ce moment-là. Et il n'y avait plus cet aspect-là trop, j'étais beaucoup plus accepté. Mais ça n'a pas trop duré parce qu'après j'ai déménagé et je suis arrivé à Avignon, donc, et puis Avignon ça a repris un petit peu ce truc-là. J'étais parisien déjà, j'étais parisien le surdoué, enfin bon, il y avait tout un tas de... ça faisait beaucoup, quoi. Puis j'avais toujours un retard de croissance et tout, donc j'étais celui qui paraissait aussi, bon, voilà, quoi, le fragile, on va dire. Et à l'école, donc en 6e, 5e et tout ça, ça allait plutôt bien, hein. J'avais des bonnes notes partout. Surtout dans ce collège-là de banlieue. Et après Avignon, ça allait bien aussi, 4e, 3e, le collège. Par contre, l'entrée en seconde, alors là, pour moi, c'était une horreur, l'entrée en seconde. C'était au lycée Mistral, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, à Avignon. Et là, vraiment, je me suis ennuyé, mais terriblement. Puis il y avait un parallèle assez atroce qui s'est fait, c'est que les matières scientifiques, je n'ai d'un seul coup plus rien compris. Alors jusque-là, bon, j'étais bon en maths comme toutes les matières, mais là, quand on est parti un peu sur des mathématiques abstraites, on va dire, où c'était plus du calcul pratique, je ne comprenais rien, mais rien, c'était du chinois, je ne comprenais rien du tout. Et puis par contre, dans les matières littéraires, je m'ennuyais toujours autant, j'apprenais toujours rien, quoi. Donc il y avait un parallèle terrible en seconde avec un côté où des matières dont je n'arrivais plus rien à comprendre, et d'autres où c'était beaucoup trop simple et trop ennuyeux pour moi. Et donc je comptais les secondes, j'ai commencé à être vraiment à mener une vie vraiment très tristounette, quoi, à être vraiment, à pu avoir beaucoup de... Ouais, enfin, avait vraiment un calvaire un peu cette année-là.
Et puis après, bon, quand j'ai fait du théâtre, après en première, comme ça, bah, j'étais vraiment tellement centré sur le théâtre, et j'y trouvais tellement une libération, une expression, quelque chose et tout, que là, bon, bah, l'école était moins un problème, était moins un poids, mais j'y allais moins aussi, parce que vraiment, le fait d'y aller, ça me pesait énormément. Et dans cette classe, oui, c'était toujours le cadre qui me dérangeait aussi dans cette école comme ça. C'était le lycée surtout, je ne sais pas, il y en a d'autres expériences du lycée, mais moi c'était vraiment un cadre très très ennuyeux. C'est-à-dire qu'il fallait toujours, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment être formaté, que tout le monde, c'était rien qui dépassait, c'était vraiment, c'était très gris et tout ça. Enfin, j'ai commencé vraiment et puis ce que je vivais très mal, parce que je vais dire parce que c'est comme ça, donc j'ai arrêté donc, les études à 15 ans, j'étais déjà en terminale, parce que je suis du début d'année, hein, j'avais toujours qu'un an d'avance. Et donc j'ai arrêté les études là à 15 ans, et donc je me suis inscrit dans un truc pour préparer les métiers du cinéma. Donc j'ai fait une formation à Avignon d'1 an en métier du cinéma. Et ce qui m'allait le mieux, c'était surtout l'écriture scénaristique, parce que déjà j'écrivais tout le temps, et c'est ça que j'ai pas déjà quand j'écrivais sur mon sac de couchage, déjà avec mon oncle quand j'étais tout petit en maternelle. Mais après, c'est vrai que j'avais toujours ce réflexe d'écriture, j'écrivais, je noircissais des cahiers à 8 ans, j'étais capable de noircir 10 cahiers comme ça en une semaine. Et tout le temps, j'écrivais tout ce qui est dans ma tête, tout ce qui me venait. Et cette écriture, c'était un moyen de m'exprimer. Parce que sur le coup, dans les situations de tous les jours, avec la charge émotionnelle, ça faisait que quand quelqu'un me disait quelque chose, ou quand il y avait une situation comme ça où il fallait interagir, j'avais pas la capacité vraiment de répondre, j'avais pas la capacité vraiment d'échanger sur ce qui se passait. Mais par contre, je pouvais 5 minutes après prendre un stylo ou une feuille et dire ben voilà, j'ai senti ça, et vous répondre après ça. Bon, après, comme ça faisait con d'aller voir la personne et de lui porter le papier, en général, c'était des papiers qui restaient dans ma trousse ou qui restaient quelque part dans mon cartable. C'était pas de la communication, c'était juste un acte manqué, plus ou moins réparé. Mais bon, voilà, ça m'a tissé cette manière de communiquer et de dire les choses à l'écrit et de ne pas pouvoir les dire à l'oral parce que bloqué, parce que trop de questions et tout ça. Et quand j'ai quitté la terminale, bon, c'était parce que je voulais me consacrer donc, à des activités plus artistiques, théâtre et cinéma, mais c'était aussi parce que j'en pouvais plus. Il y avait un burn-out intellectuel terrible avec tout ça, et j'arrivais vraiment pas à comprendre que les gens ne me voient pas tel que je me sentais. Je voyais toujours des gens qui me regardaient comme si j'étais, je sais pas, comme si j'étais quelqu'un de... comment dire, enfin, comme si j'étais un idiot, ou quelqu'un en tout cas quelqu'un à la masse, quoi, et qui était très renfermé, et qui, voilà, dont on n'avait pas envie de s'occuper, ni rien de regarder, et ce truc-là, je me disais, c'est quand même bizarre, parce que, forcément, je peux le corriger, mais j'imaginais pas le corriger du tout en me regardant, enfin, ni physiquement, ni dans l'état d'esprit, ni dans une certaine démarche de travail sur soi, ni rien. Je pensais qu'il fallait que je le résolve au niveau de la pensée. Donc j'étais déjà tout le temps en train de penser, j'étais sans arrêt en surchauffe de penser, sans arrêt, qui partait en tous les sens à l'arborescence, dont Nathalie a parlé tout à l'heure. Et cette arborescence, elle ne se calmait pas, elle s'amplifiait, cherchait toujours des détails, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Et en plus, là, je me mettais à essayer de résoudre à mon cerveau, en train de me dire qu'il doit exister quelque part dans son cerveau un endroit où on peut trouver la clé de l'apparence qu'on donne, et de la façon dont on réagit, de la façon dont on se tient, et de comment, en fait, comme si il fallait sans cesse que je trouve, qu'il fallait que je pense, en tout cas, la manière dont telle et telle personne allait me voir. Donc j'étais tout le temps en train de chercher des solutions intellectuelles, mentales à tout, jusqu'à un moment où ça s'est effondré, c'était juste vraiment pas possible. Donc je suis tombé, j'ai eu de la chance à ce moment-là de pouvoir rester, c'était l'année de mes 17 ans, quelques temps comme ça où j'ai pu rester à la montagne, un peu isolé de tout, et où vraiment je me suis réparé. Alors je me suis mis à grandir d'un coup, jusque-là je faisais 1m70, j'ai une poussée de croissance d'un coup en 2-3 mois. Et je me suis mis à respirer, à m'évacuer une dose de stress terrible et à faire le vide dans moi, quelque chose qui était totalement impossible. Et jusque-là, je faisais des cauchemars toutes les nuits, des cauchemars horribles depuis que j'étais enfant. Je voulais pas, enfin pour moi c'était une horreur d'aller me coucher parce que je savais que j'allais faire des cauchemars terribles. Et à partir de ce moment-là où j'ai pu vraiment me reposer, vraiment dormir, quitter le stress, mon corps a pu grandir et j'ai réussi à ne plus faire de cauchemars. Alors au début ça a été un peu violent parce que la première nuit que j'ai passée sans cauchemar, c'est vraiment il y a un cauchemar qui a commencé à apparaître, j'ai commencé à être dedans mais je me suis dit non. Je ne veux pas subir ça, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose, il y a forcément une rébellion par rapport à ça que je peux faire. Donc, et je suis allé chercher vraiment toute l'énergie que je pouvais dans mon rêve, et une espèce de par là, enfin un peu partout, comme ça, concentrer quelque chose, et c'est comme si j'avais déchiré le décor,
et que j'avais été voir un au-delà qui était calme, qui n'était plus ces choses horribles que je subissais toutes les nuits. Et suite à ça, après, ma vie a vraiment changé, rien que le fait comme ça. Donc là, je me suis mis à aimer dormir, alors pas faisable, et c'était comme ça partout, en plus, un moindre rendez-vous comme ça, un petit peu... on va dire comme ça, enfin, ce qui paraît commun à tout le monde, quoi, la vie de tous les jours, tout ça, ça pouvait aller loin, même à une certaine période de ma vie. Je ne sais pas trop pourquoi il y a eu cette espèce de retour comme ça, mais vers 20-21 ans, rien que le fait d'aller demander quelque chose à quelqu'un, même dans un magasin ou tout ça, ça représentait tout de suite une charge émotionnelle comme ça, quelque chose qui, ben voilà, le corps, c'est pas quelque chose physiquement, mais quelque chose, le corps tremblait, et quelque chose qui faisait que ça représentait pour moi une charge émotionnelle qui me faisait vraiment passer pour un cinglé, quoi. Et donc ce truc-là, où on me faisait pas confiance, on me regardait toujours un peu de... Et donc en 2006, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un magasin, enfin un centre sur Marseille, un centre-ville de Marseille. Donc là, c'était une création d'entreprise. Donc là, ma première expérience professionnelle, parce que j'avais jamais eu d'expérience professionnelle jusque-là, 2006, j'avais 23 ans, c'était donc être mon propre patron, on va dire, et ça pouvait m'aller parce qu'il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de moi, parce que ça ne dépendait pas, c'était pas quelqu'un qui m'avait dit oui, qui m'avait accordé confiance ou rien, c'était moi vraiment qui y allais. Donc c'était un lieu qui aurait dû plus être un magasin, mais que dans ma tête, c'était plus quand même un espèce de centre d'accueil, comme ça, pour des cours de yoga, des conférences, des différents stages, des soins, des machins. Et en fait, finalement, c'était pas rentable, mais ça m'a un petit peu amené à me sociabiliser, à parler avec les gens, à accueillir. En plus, moi, j'aime beaucoup ça, à accueillir les gens, créer un espace comme s'ils étaient chez eux, et puis faire une espèce de famille, on va dire, et quelque chose comme ça. Donc, j'ai découvert que, en fait, j'aimais beaucoup le contact avec les gens, j'aimais beaucoup comme ça, mais quand c'était débarrassé d'un cadre imposé, et quand c'était débarrassé d'un certain, de toute compétition et de tout rapport classique, on va dire, entre humains. Là, c'était un peu comme si c'était moi qui accueillais les gens et qui m'occupais d'eux, et donc ce cadre-là, ça m'allait. Et donc ça a duré 3 ans, parce qu'après c'était plus viable, parce que bon, ça marchait bien au niveau humain, mais au niveau financier, c'était pas très bon, et c'est un petit peu vrai sur toute ma vie, ça, hein, c'est-à-dire que, toute ma vie, c'est-à-dire que là, c'est toujours... au niveau financier, c'est très difficile toujours, hein, parce que j'ai pas cette conscience-là. Je me force, j'essaye un petit peu vraiment de me dire quand même il faut un minimum, mais concrètement ça m'intéresse pas assez, on va dire. Alors j'y travaille, hein, mais j'ai pas assez le truc. Je vais pas me dire, oh, ben, si vous voulez, là, quand j'ai vu mon magasin comme ça, je me dis, oh, alors, on a passé une super journée, les gens étaient extraordinaires, voilà. Je me serais jamais dit, oh super, on a gagné tant aujourd'hui. Ça ne me serait jamais venu à l'idée, et même ça n'aurait même pas été un motif de satisfaction, ou alors juste un motif de soulagement par rapport à une facture à payer, mais de satisfaction, non. Et après, donc 2009, alors après il y a eu une histoire un petit peu bizarre, je passerai très vite là comme ça, mais je suis rentré dans une espèce de mouvement sectaire. En plus, moi je ne croyais même pas vraiment que ce type de mouvement existait comme ça, parce que je connaissais des gens qui disaient secte plutôt pour être désobligeants, ou qui ne connaissaient pas sur certains mouvements, donc qui était une secte, un mot péjoratif, mais là je suis tombé vraiment dans un mouvement d'origine russe, qui était vraiment sectaire dans le sens négatif du terme, et donc là je me suis aperçu, en fait j'étais très pris par les sentiments, par la personne qui m'avait introduit dans ce mouvement-là, et je me suis aperçu que c'est vrai que, bah oui, que j'étais très manipulable, on va dire, par les sentiments déjà, et qu'il y avait une espèce sans doute de fonctionnement émotionnel et psychologique qui faisait que voilà, si la chose me paraissait belle ou louable dans l'idéal, j'étais prêt à accepter vraiment une manipulation qui était, quand on la regarde avec le recul, qui était vraiment glauque, quoi. Et bon, après, je veux dire, la prise de conscience, ça s'est passé vraiment quelques temps après, hein, parce que c'est aussi grâce aux livres, et là c'est là que je vais y finir, sur les premiers livres dont on m'a parlé, c'était une amie avec qui j'avais parlé, que j'avais découvert à Poitiers à cette époque-là, j'étais en 2013, qui m'a dit mais t'es surdoué, mais moi aussi, mais est-ce que tu sais que être surdoué, enfin elle m'a parlé des livres de Monique de Kermadec, ou de Christelle Petit-Colin, Jacques Surpachin, tout ça, qui m'a dit, est-ce que tu sais que être surdoué, c'est être hyper sensible, c'est être hyper émotif et tout ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'a commencé une prise de conscience pour moi, parce que ça je l'avais jamais entendu. Maintenant ça paraît bizarre, parce que quand on dit les hypersensibles, on a l'impression de dire des fois de dire un synonyme de surdoué, on a l'impression qu'on ne fait plus vraiment la différence, on disait bon ça veut dire l'un, ça veut dire l'autre,
Et donc moi, j'avais jamais entendu ça. Et là, ça m'a vraiment rassuré terriblement. Parce que moi, je pensais vraiment que l'hyper-émotivité, c'était une monstruosité que j'avais, c'était quelque chose d'incontrôlable qui me tombait comme ça sur la tête dès qu'il y avait une situation un petit peu hors du commun. Encore un petit peu hors du commun, c'est vraiment un peu grand. Dès qu'il y avait une situation bonne en plus, une bonne situation, je suis content, ben, je suis bloqué parce que trop d'émotions. Une situation mauvaise, bon, ben, je suis bloqué parce que trop d'émotions. C'est-à-dire que je vis finalement au niveau du corps la même façon, une situation très bonne, une situation très mauvaise. Donc c'est très déroutant, et on est très perdu, on a l'impression plus d'être un monstre parce que les gens ils me regardent, ils me disent qu'est-ce que c'est celui-là, et donc quand on m'a dit ça, et puis le problème en plus c'est que ça fait paniquer, c'est quand on a cette espèce d'émotion qui monte et qui bloque, on panique par rapport à ça, parce qu'on dit merde, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je suis, mais pourquoi j'ai agi comme ça, et ces inquiétudes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles grossissent l'état émotionnel, ce qui fait que déjà au début on a ça, mais après avec la peur de ce ça, on se retrouve avec ça, et alors on perd pied. Et donc quand elle m'a dit ça, qu'il y avait ces livres-là qui existaient et qu'on a parlé avec cette femme, je me suis rendu compte que en fait ça s'expliquait, c'était pas une monstruosité, c'était que bon, ben, j'étais surdoué, ça impliquait une hyper-émotivité, une hypersensibilité. Je me suis dit bon, alors maintenant la prochaine fois que ça monte, je sais, bon allez, c'est parce que je suis surdoué que ça monte, c'est comme ça. Donc voilà, calme, on regarde le truc passer. Donc après j'ai pris quelques petits coups pour le faire passer, comme par exemple me caresser la nuque, ça marche bien. Ça marche bien aussi sur certaines autres personnes, ça peut peut-être pas marcher sur tout le monde, mais je sais que quand il y a beaucoup, en général, rien qu'un contact comme ça, mais ça peut être un contact léger comme ça, à différents endroits. Bon, moi où ça marche mieux, c'est la nuque, mais rien que le fait de faire un contact, ça peut être là aussi, ça calme, mais une fois que ça calme un petit peu dans le physique, c'est que ça a besoin un peu d'être rassuré, quoi, hein, c'est-à-dire ce truc où besoin de se dire non, c'est pas grave, quoi. Donc c'est bien de se dire physiquement, parce que comme ça, comme c'est le corps, comme c'est pas la tête qui stresse, c'est le corps, c'est bien d'avoir un petit geste comme ça pour pouvoir dire à son corps non, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est comme ça, mais ça a une raison d'être, et puis ça n'empêchera pas de faire d'autres choses, et puis petit à petit on va l'apprivoiser, et puis c'est pas grave. Donc quand j'ai eu ça, ma vie a commencé à changer aussi, mon regard a commencé à changer par là-dessus tout ça, donc là j'ai commencé à écrire des livres. J'ai écrit des livres, c'est-à-dire j'avais toujours écrit, mais j'avais jamais écrit des romans. Là j'ai écrit des romans qui étaient autobiographiques au départ, mais c'était comme très romancé, parce que ça me paraissait au départ plus concordant avec ce que je vivais, ce que je ressentais, de le romancer, que si je m'étais arrêté juste aux faits. Bon, après coup, maintenant j'ai fait vraiment de l'autobiographie à 100%. Je me dis c'est peut-être mieux d'écrire l'autobiographie à 100% parce que c'est plus crédible, parce que c'est vrai que j'ai souvent maintenant des gens, quand ils me parlent de mes romans, ils disent oui, mais ce qui me dérange, c'est qu'on ne sait pas où commence la réalité, où commence la fiction, qu'est-ce que vous avez vraiment vécu ou pas. Donc, bon. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on ne connaît pas, moi je connais, je sais les éléments qui sont fiction ou pas, mais bon, ça reste des romans, et bon, après j'ai écrit donc de l'autobiographie, j'ai écrit 5 romans, comme disait Marilyn tout à l'heure, et là j'écris donc un livre purement autobiographique sur tout le parcours, un petit peu que je résume ici. Et donc voilà, donc j'ai commencé une vie d'écrivain, c'est-à-dire que bon, j'écrivais beaucoup, et c'est un peu une façon de se réparer des dernières expériences et tout ça. Après, ça faisait remonter un peu des espèces de vieux démons, c'est qu'à toujours s'enfermer un peu pour écrire, on se désociabilise encore un petit peu, donc c'était toujours pas très bon, je trouvais. Alors après, heureusement, il y a beaucoup de dédicaces, de salons comme ça, aller à la rencontre des lecteurs et tout ça. Mais j'étais pas encore trop dans cette conscience de surdoué, parce que c'était revenu quand cette femme m'avait parlé des livres, mais pendant des années, j'étais dans des milieux plutôt spirituels où ce fait d'être surdoué, je l'entendais plus quasiment. Maintenant, j'étais plutôt l'enfant indigo. On parlait plus de ce terme d'enfant indigo que d'enfant surdoué. Certains disent, ça pourrait être à peu près la même chose, mais ça dépend comment on le regarde, si on le regarde de l'aspect intellectuel ou si on le regarde de l'aspect énergétique ou spirituel. Et donc, j'avais plus trop cette conscience de surdoué. Et même quand cette femme m'avait parlé des écrits qui disaient que ça expliquait mon hypersensibilité, mon hyperémotivité, j'étais quand même pas vraiment dans ce truc où de me dire, de l'afficher, quoi. Il se trouve que mon éditeur, sur la 4e couverture, avait marqué que j'avais été diagnostiqué surdoué à l'âge de 5 ans. Mais c'était pas la chose que j'avançais. Et petit à petit, je me suis rendu compte en faisant des salons, en faisant des dédicaces, que les gens en général disent ah oui, c'est vous, j'ai vu votre parcours, je vous ai vu dans le programme, c'est vous le surdoué. Donc ah ça y est, ça recommence, je suis de nouveau désigné le surdoué. Et puis quand je parlais avec un journaliste, si le journaliste m'interviewait, il disait bon, au final, ce que je retiens de notre interview, c'est que vous êtes un surdoué, quoi, voilà, et puis vous avez le parcours qui va avec. Je me suis dit, ah bon, c'est ça comment on résume, donc c'est encore, ça y est, j'ai l'étiquette à nouveau, je suis le surdoué, ça ne me quittera donc jamais. Et puis, quand j'avais des lecteurs qui lisaient mes livres et qui me faisaient des retours, il y en avait beaucoup qui étaient eux-mêmes surdoués et qui me disaient, mais c'est fantastique parce que dans ce que vous écrivez, parce que j'écris beaucoup mon dialogue intérieur et tout ça, ma façon de voir les choses, et pour la première fois de ma vie, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, on a retrouvé
ma façon de penser que je croyais vraiment extraterrestre, parce que j'avais jamais lu, ni rien vu, ni entendu, où je puisse me retrouver comme ça, cette façon de voir les choses, cette façon de sentir les choses. Et quand ça a été la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e personne qui a commencé à me dire ça, j'étais sur un salon l'année dernière au mois de mai, et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire là, parce que j'ai trop ce terme de surdoué qui me revient, j'ai trop ce retour-là, et ce truc de ces gens qui me disent qu'ils se croyaient vraiment anormaux, et que quand ils me disent, ils disent, ah mais il existe quelqu'un comme nous, alors que dans toute leur existence, ils avaient rien trouvé comme ça. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose là à faire, et donc j'ai eu cette idée un petit peu spontanée, comme ça, un matin, sur un salon à Saint-Rémy-de-Provence, de me dire, il faudrait organiser une espèce de salon, colloque, c'est comme ça qu'est l'idée de Surdouessence, et de faire venir différentes personnes qui parlent de ces thématiques, hypersensibilité, surdouance, et qu'on se réunisse, que ce ne soit pas juste... parce qu'en plus, après, j'ai regardé un petit peu ce qui existait sur la question, et je me suis dit, non, on est hors sujet, tout ce qui existe sur la question, pour le moment, c'est hors sujet. Qu'est-ce qu'on a la plupart du temps? On a des colloques professionnels, c'est médicaux ou c'est psychologues, mais en tout cas, c'est des colloques qui sont faits pour les professionnels. Ce sont des colloques, voire scientifiques ou tout ça, donc c'est des choses où le grand public, on va dire les hypersensibles, les surdoués comme ça n'ont pas accès, ce sont des professionnels, et c'est un langage qui est en général orienté, c'est-à-dire que ce sont des colloques où on va essayer de dire par exemple, ben, les surdoués sont ci, et la conclusion c'est ça, et donc on va faire une thèse de départ, une introduction du sujet du colloque, et puis après on va en faire une conclusion, une fois que les conférences se seront finies, et puis on va dire, bon ben, voilà, on a fait une démonstration. Moi, je me suis dit, déjà, le surdoué, il a horreur de ça, qu'on lui dise ce qu'il faut penser, qu'on lui dise qu'on va faire quelque chose pour en conclure un point, alors qu'il aimerait bien avoir sa propre conclusion. Et en plus, c'est pas ça du tout l'esprit, parce que l'esprit, c'est la diversité. Enfin, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est pour ça qu'il y a la symbolique de l'arc-en-ciel avec les couleurs et tout ça. Ce qui me semblait intéressant pour les surdoués, c'est justement montrer un faisceau de différentes choses, de différentes teintes, et qu'on part sur quelque chose qui ne soit pas du tout cloisonné, mais qui ne soit pas du tout non plus, on va vous dire, ah ben c'est comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, non. De dire, regardez, ça vous ouvre toutes sortes d'horizons comme ça, il y a tout ça, et on peut explorer, et donc je me suis dit, bon, finalement, il doit y avoir quelque chose à faire. Et ça s'est fait que peu de personnes y croyaient vraiment à ce projet, que je puisse le faire si vite en tout cas, même moi j'y croyais pas, à vrai dire, parce que l'idée m'est venue le 13 mai exactement, et le 28, 29, août, le 28 août, donc même le 27 août, il y a eu le premier colloque donc, qui a eu lieu à Aubagne, à l'Agora d'Aubagne. Et donc, ça m'avait fait, on m'avait dit en plus dans des mois d'été, avec seulement 2 mois de préparation, ça ne pourra jamais se faire. Et ça s'est fait notamment grâce à Christelle Petit-Colin, parce que c'est elle qui, sans trop me poser de questions, m'a tout de suite dit oui pour participer à ce colloque. Et puis bon, sa popularité aidant, et puis bon, c'était quand même une grosse figure, une des premières personnes qui j'avais contacté pour proposer ce colloque-là. Et donc après, une fois qu'elle avait dit oui, ben, il y a eu une dynamique, et donc il y a eu des intervenants, des participants, et donc du coup, je me suis retrouvé à devoir refuser du monde pour quelque chose où on m'avait dit le délai est beaucoup trop court, tu ne pourras jamais le faire. Alors, quand ça a fait le colloque, enfin ce colloque salon, donc, parce qu'il y a une partie salon avec des exposants pour des échanges, pour se retrouver, parce que c'est ça aussi, c'était hors de question de faire des colloques avec des conférences payantes comme ça, que ce soit formatif, mais qu'il y ait aussi un aspect salon, qu'on soit là pour se rencontrer, qu'on soit là pour échanger, qu'on soit là pour se dire, ben, on n'est pas tout seul, et puis regardez, ben, moi ça me fait ça, et toi ça te fait quoi, et progresser, dire, ah oui, mais il y a tel livre qui existe, puis il y a aussi telle méthode, et ça, puis moi j'ai ressenti ça, puis j'ai réussi à vaincre tel aspect en faisant ça, et toi comment t'as fait, ah oui, moi j'ai toujours ce blocage-là, enfin voilà, que ce soit vraiment un lieu d'échange et d'approfondissement du sujet. Et donc, comme le colloque a très bien marché, après, un petit peu les choses à l'envers, mais donc j'ai fait l'association après, avec 2 autres personnes dont il est dans la salle, et donc cette association, elle a été montée au mois de septembre, donc juste dans la foulée du premier colloque, et après il y a eu un deuxième colloque au même endroit, à l'Agora d'Aubagne, qui a eu lieu le 1er, 2e et 3e décembre, enfin 1, 2, 3 décembre, c'est 3e décembre. Et donc, voilà, l'association après, bon, là tout s'est fait très vite encore, hein, parce que l'association c'est pareil, on a déjà une salle dans un collège privé du Grau-du-Roi, et qui nous octroyait une salle, mais en plus nous octroyait une salle juste de temps en temps, comme ça qu'ils allaient mettre à disposition des salles, mais non, c'est vraiment une salle qui est à l'association Surdouessence, c'est-à-dire qui nous permet non seulement de proposer des accompagnements pour les enfants surdoués au sein de leur établissement, mais qui propose aussi de faire des groupes de parole avec les adultes surdoués 1 fois par semaine. Donc voilà, tout se met bien en place, même si encore les activités de l'association à l'année, en dehors des salons colloques, restent encore réduites et locales, mais bon,
pour quelque chose qui a que quelques mois, c'est déjà pas mal. Et puis l'idée, c'était vraiment aussi de proposer un accompagnement, enfin, si vous pouvez voir, c'est mieux détaillé, parce qu'en plus, c'est la secrétaire de l'association, ma collaboratrice Isabelle Durpois, qui a plus mis au point les classes pour enfants, parce que moi je ne m'occupe pas spécialement des enfants, elle est mère de 2 surdoués, elle est surdouée elle-même, donc elle a vraiment mieux pensé le truc, et vous l'expliquerez mieux que moi, mais si vous voulez, vous pouvez regarder, il y a ces cartes, tout ce qui est un petit peu le schéma derrière dans le dos, puis vous pourrez voir sur le site aussi exactement ce qu'elle propose comme accompagnement, elle en parlera mieux que moi, mais c'est-à-dire pour faire quelque chose où un petit peu on soit au même niveau que l'enfant surdoué, ou qui ne sente pas une présence d'un psychologue ou une présence d'un prof, parce que ça c'est très très bloquant en général pour un enfant surdoué. Un enfant surdoué, si on lui dit bah, c'est un psy ou c'est un prof, et puis il va avoir une espèce de... Il risque très fort de se bloquer, parce que c'est comme si on disait un espèce supérieur, quelqu'un qui a l'impression, en tout cas, parce qu'il y en a des très bons qui le font jamais, mais qui a l'impression qu'il va le juger, ou qu'il va le regarder comme une bête de foire, ou comme un cas parmi d'autres, ou tout ça, et qui ne va pas vraiment le regarder lui en tant que personne particulière, et qui va se mettre à sa portée. Donc en général, l'enfant surdoué se bloque face à la présence de quelqu'un qui est une blouse blanche, même s'il n'a pas une blouse blanche sans l'être en effet, mais en tout cas quelqu'un qui a un habit uniforme de métier, de profession. Donc c'est pour ça enfin c'est un peu ça l'idée de Surdouessance, c'est de pouvoir faire un accompagnement comme ça qui soit en plus, qui soit dans le cadre scolaire, mais qui soit du plus, hein, de l'extrascolaire en scolaire, et qui soit pas... qui soit de personne à personne, dire tiens, mais on échanger, c'est-à-dire la personne va venir pas dire bah, j'ai appris à faire ça ou tout ça, mais qui va dire bah, oui, moi aussi je suis surdoué, moi aussi j'ai des enfants surdoués, donc tu vois, on peut se parler, on peut dire un truc, et voilà. Et puis donc après, que dire d'autre sur Surdouessance, pour faire un peu court, après j'ai eu de la chance d'avoir pas seulement Christelle Petit-Colin, mais d'autres grands noms comme ça qui se sont joints au projet, comme Carlos Tinoco qui écrit des livres extra sur les surdoués aux éditions Montpellier, et puis Saverio Tomasella, et puis bien d'autres en fait. Hein. Puis donc là, on va faire le prochain colloque salon en région parisienne à Nanterre, 28-29 avril, le mois prochain. Alors je ne sais pas quelle heure il est, 15h53, oh là là, mon Dieu. Alors oui, alors si vous avez des questions, parce que moi je pensais laisser plus de temps pour les questions, alors là il n'y a vraiment plus beaucoup de temps, mais si vous avez des questions, en tout cas, vous sont bienvenus. En général, je fais des interventions où la partie question est égale presque à l'autre, donc là j'ai vraiment débordé. Mais ça, j'ai pas pensé que l'heure était là, en fait, je la voyais inconsciemment, mais... Je voulais juste savoir si vous prévoyez un autre colloque à Aubagne ou pas. Je ne sais pas, dans la région, oui c'est sûr, d'ici la fin de l'année, mais je ne sais pas si ça sera vraiment à Aubagne ou ailleurs, mais c'est possible, en tout cas dans cette région, dans le sud, oui, dans le PACA. Oui. Pas d'autres questions? Je voulais savoir comment, finalement, maintenant à l'âge adulte, vous avez l'air épanoui d'avoir trouvé votre chemin et de bien vivre cette spécificité d'être... Oui, je pense que je suis encore en chemin sur ce que vous dites, mais... Et comment vous, après coup, votre scolarité, finalement, vous l'avez bien vécue? Vos parents ont eu l'air d'avoir adapté pas mal de choses pour vous aider La scolarité, non, je dirais pas que je l'ai bien vécu, parce que je l'ai arrêté à 15 ans. Bon, c'est vrai qu'après, ce que je l'ai pas dit, j'ai repassé le bac en candidat libre après. Vous l'avez arrêté à 15 ans parce que vous êtes dirigé vers autre chose. Non, mais je me suis arrêté à 15 ans, vraiment au tout début de la terminale, je n'avais pas passé le bac, je l'ai repassé en candidat libre après, et c'était une espèce d'échec. Enfin, en première